Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette table ronde consacrée au post-apocalyptique dans la salle la plus impressionnante des Utopiales. Merci d'être venus en nombre, nombreuses et nombreux. On commence donc maintenant avec 1 minute de décalage. Merci pour votre patience. Le genre donc post-apocalyptique, c'est sans doute c'est ce dont on va parler ensemble pendant 1 heure. C'est un genre qui est hautement populaire depuis l'origine de la science-fiction presque. On peut remonter à 1826 avec Le Dernier Homme de Mary Shelley, qui est sans doute, il y a des débats évidemment sur la question, mais sans doute l'un des premiers, peut-être le tout premier roman post-apo qui a été suivi à travers l'histoire de la SF par de nombreuses œuvres cultes. Et donc on va en parler, on va voir comment renouveler cet imaginaire ou pas, comment s'en inspirer, comment y prendre racine pour créer de l'imaginaire post-apo différent. Donc parmi les grands classiques, tout le monde aura en tête peut-être La Route de Cormac McCarthy ou Mad Max par exemple, pour citer des grands exemples qui ont le point commun d'être américains. Pour parler donc des perspectives de vie offertes par le post-apo, peut-être meilleures ou pas, après donc la fin de notre monde tel que nous le connaissons, j'ai le plaisir de recevoir des auteurices de grands talents qui m'accompagnent aujourd'hui. À ma droite, Mélodie Joseph. Tu es l'autrice de La Respiration du ciel, récit de fantasy un poil steampunk post-apo, dont tu vas nous parler, et également d'un mémoire sur l'afrofuturisme. Peut-être aussi tu nous en parleras. Bienvenue à toi, Mélodie. Merci. Également à ma droite, Lolita Couturier, tu es autrice et dessinatrice, notamment de ta première série Détour par Epsilon, qui est sortie, je crois, cette année. Le 2e tome est sorti cette année. C'est ça. Et donc sorti au mois de juin. Et donc bienvenue à toi, Lolita. Merci. Également donc à ma gauche, Nicolas Jarry et Thomas Legrain. Vous êtes auteurs et dessinateurs de nombreux albums de BD, ensemble ou pas ensemble. D'ailleurs, c'était votre première collab cette fois-ci. Première collab sur Mad, donc une série post-apo dont nous aurons le plaisir de discuter. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Quant à moi, je m'appelle Antoine Daher, je suis journaliste SF et c'est un plaisir que d'animer cette table ronde. Si on reprend l'origine du post-apo, donc Mary Shelley en 1826 publie Le Dernier Homme. On a une popularité du genre qui ne s'est jamais démentie et finalement qui a été réactualisée selon les différentes occasions, les différentes époques, notamment la guerre froide, et qui aujourd'hui revient en force avec des problématiques notamment climatiques et des craintes qui sont celles de notre époque. Pour s'échauffer, pour commencer cette table ronde, quel est pour vous, celui ou celle qui osera se lancer en premier, l'intérêt d'utiliser le genre post-apocalyptique, en particulier pour raconter une histoire? Qui se lance? Je vais bien me lancer. Allez. Pour moi, le post-apo, c'est vraiment un moyen d'utiliser... Enfin, waouh, c'est hyper dur. C'est un moyen, en fait, de créer des mondes qui vont exacerber, en fait, tous les rapports humains de tous les personnages et permettre, donc, d'expliquer plein de comportements et de vraiment pouvoir analyser les rapports sociaux en fait entre les personnages. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce genre-là, et de les pousser à bout en fait dans des situations extrêmes. Et voilà. Mélodie, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. Et pour moi aussi, le post-apo, c'est aussi une manière de réfléchir à certaines questions actuelles. Parce que lorsqu'on parle de post-apocalypse, on se demande finalement c'était quoi l'apocalypse, et on se demande aussi comment c'est arrivé. Donc ces questions sont un petit peu, je dirais, intrinsèques au genre. Donc ça permet de réfléchir donc à différentes questions actuelles qui pourraient peut-être, ça pourrait entraîner l'apocalypse, telle ou telle chose. Selon les récits, l'apocalypse peut être une crise climatique, une épidémie, une guerre. Donc, ça permet vraiment de réfléchir à plusieurs aspects de notre société. Et aussi, donc juste avant de venir ici, j'étais sur une autre table ronde sur la SF plurielle. Et une chose très intéressante qui a été mentionnée, c'est que pour plusieurs peuples dans le monde, justement, c'est que l'apocalypse est déjà arrivé. Donc là, il était surtout question des peuples autochtones au Canada.
Donc, lorsqu'on on pense à ça et on réfléchit à ces questions-là, et on part du principe l'apocalypse est déjà arrivé, quelles questions à ce moment-là on peut se poser avec ce genre? C'est des aspects que je trouve très intéressants et que j'ai aussi essayé, j'ai aussi beaucoup pensé lorsque j'ai écrit La semeuse de vent. Si je me tourne vers vous, et notamment vers le scénariste d'entre vous, qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Alors oui, c'est un moyen de remettre l'humain au centre effectivement du débat. Et quel que soit l'apocalypse, en fait, c'était bien dit, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce qui fait l'essence de l'être humain dans souvent ses très mauvais penchants, et peut-être un peu moins dans ses bons penchants, mais pourtant c'est le cas aussi. On peut retrouver des émotions, des bons sentiments, une retour à l'être humain, à des valeurs qu'on peut peut-être un peu perdre avec notre société. C'est un peu du romantisme, quoi. Moi, il y a un genre qui me tient vachement à cœur et qui est complètement hors sujet, qui est le cyberpunk. Mais je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. C'est parce que dans ce genre, j'ai l'impression qu'on va exagérer la société actuelle, alors que le post-apo est peut-être une manière de faire table rase pour simplifier un peu les enjeux et les rendre d'autant plus puissants et d'autant plus... je crois résumer ce que vous dites. Est-ce que c'est ça? C'est une manière de mettre les personnages dans des situations qui sont extrêmes, mais qui sont aussi... peut-être plus simple que des trucs extrêmement tentaculaires avec des strates imbriquées de complexité du monde, etc. Est-ce que c'est aussi un objectif de resserrer l'intrigue, de parler de peut-être moins de personnages, faisant des choses plus immédiates? Ouais, et puis tu parlais de Cormac McCarthy. Je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est deux personnages qui se baladent, quoi. Donc moi, c'est aussi le cas dans ma BD. J'ai 3 personnages tout au plus. Et c'est comme si oui, c'est une loupe en fait. Vraiment, moi je l'utilise comme un outil pour révéler un peu les passions humaines. Voilà. Plus ou moins avouables, les passions. C'est ça, les trucs, en fait, quand on est dans un univers post-apo, en fait, on n'a plus cette possibilité de fuite que nous propose la société dans laquelle on vit, le quotidien, les choses. Donc, on est obligé d'être confronté à tous les travers de notre âme, ou alors les belles choses, parce que, comme tu dis, il y a aussi des belles choses en post-apo, pas forcément que de la misère et de la misère, même s'il y en a beaucoup, et que c'est ça qui donne sa saveur au genre aussi. En même temps, comme tous les genres, il est peut-être très confit dans ses clichés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des œuvres un peu qui semblent un peu parfois, je ne sais pas si elles sont indépassables, mais elles sont mises un peu sur un espèce de piédestal. On en a cité quelques-unes, on pourrait en citer encore d'autres, mais comment on fait est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est possible de seulement réactualiser ce genre, ou est-ce que quand on décide d'utiliser du post-apo pour faire une œuvre, une BD ou un roman post-apo, c'est pour justement marcher dans ces pas des glorieux prédécesseurs? On ne peut pas renier ce qui a été déjà fait, hein. Donc effectivement, on va écrire en cheminant après ce qui a été fait, à la lumière de nos propres préoccupations, à la lumière de nos propres envies aussi. Donc oui, pour revenir, que ça soit, nous, on est dans une histoire un peu plus science-fiction. Donc on a aussi Asimov, on suit ces traces-là, et on peut pas s'en détacher. L'important, c'est de prendre un biais, un regard qui nous permet d'explorer peut-être une autre branche de l'arbre, mais on reste sur le même arbre. Oui, parce que peut-être pour pitcher Mad, donc, qui est votre série à tous les deux, donc on est sur une guerre entre deux espèces post-apocalyptiques qui sont l'humanité d'un côté et puis les machines de l'autre. Donc c'est ce thème de l'affrontement peut-être homérique et en tout cas incessant entre l'humanité et puis le Prométhée qu'ils ont créé, enfin pour reprendre un peu des miroir, ouais, son propre miroir, oui, tout à fait. Et donc c'est un cycle de violence aussi infini. Sans spoiler forcément la suite de la série, mais est-ce que le cycle de violence est infini finalement? Alors, tant qu'il y aura des humains qui auront des pulsions, des envies, des ambitions, le cycle de violence est infini, de mon point de vue. Hein. Voilà. Après, s'il y a clôture le débat en exterminant l'humanité ou en la mettant en cage, ça c'est une autre affaire. Mais en attendant, on est des êtres humains, on vit une vie d'être humain et on s'affronte, on affronte le monde
Donc effectivement, la violence fait partie de la vie. Oui, c'est vrai. Mais je voulais rebondir sur un truc que tu as dit à propos de s'inscrire en fait avec ce qui a été fait plus tôt en post-apo. Et c'est vrai que c'est un genre qui, je trouve, a parfois tendance à être un peu en cycle sur lui-même. Et en fait, faut aussi... je pense que chacune de nos œuvres, ça dépend aussi de nos références. Et par exemple, je sais que moi, j'ai des références vachement plus manga. J'ai pas beaucoup lu de SF en bouquin, en fait. Et en fait, faire confiance aussi à tous les points de vue, en fait, partout dans le monde, qui peuvent nourrir le genre en général, quoi. Donc, je vais finir toutes mes phrases par voilà. Et puis, voilà. D'ailleurs, Mélodie, ça allait dans le sens que tu disais, c'est-à-dire que chaque pays, chaque continent a son approche, enfin, continent, il y a plusieurs approches par continent, heureusement, mais il y a des approches différentes, en fait, et par exemple, on sait que le Japon, il y a quand même une question nucléaire qui fait plus que planer sur le manga, il n'y a presque pas un manga où il n'y a pas une référence nucléaire quelque part, quoi, donc c'est des choses qui abreuvent énormément, que ce soit le genre apocalyptique ou post-apocalyptique, quoi. Est-ce que tu veux développer sur cet aspect-là? Je crois que tu vis à Montréal. Oui, exactement. C'est pour ça que tu parles du Canada. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point de vue sur ça? Ce que tu disais tout à l'heure. Donc effectivement, je pense pas que, oui, toutes nos références, etc., le genre est bâti sur de nombreuses autres œuvres auxquelles on fait référence plus ou moins, qu'on le veuille ou non souvent. Mais je pense qu'un genre n'est pas vraiment épuisable. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose à dire de nouveau parce que ça va toujours dépendre de la personne qui va le dire. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'on va toujours apporter quelque chose de différent parce que oui, c'est souvent les mêmes, ça va souvent être les mêmes enjeux qu'on va retrouver, mais souvent ces enjeux vont changer légèrement en fonction de la personne qui a écrit et du moment, de la période durant laquelle cette personne a écrit cette histoire et aussi au moment durant lequel elle vivait. Parce que je pense que quand on écrit, on s'inspire toujours plus ou moins de notre actualité, de la société dans laquelle on vit. Donc, qu'on le veuille ou non, ça s'infiltre finalement dans ce qu'on écrit. Et par rapport à ça, je pense qu'il y aura toujours de nouvelles choses à dire, toujours de nouvelles choses à raconter. Et puis, on parlait des codes du genre, enfin du genre en tant que tel. Pour les dessinatrices et dessinateurs autour de moi, il y a aussi une envie graphique, quoi. Enfin, le post-apo, c'est aussi dessiner des images qui sont généralement marquantes, qui sont fortes, qui ont elles-mêmes leur histoire. Toute l'iconographie du genre est assez peuplée. Puis on peut remonter peut-être aux peintures romantiques de ruines envahies par le lierre et tout, qui étaient très à la mode un siècle, que je ne me risquerai pas à citer ici de tête. Mais voilà. Sur quoi vous vous enracinez en tant que créatrice et créateur d'images et c'est quoi les envies graphiques du post-apo ou les défis à relever éventuellement, les nanars dans lesquels il ne faut pas tomber, enfin quels sont les enjeux? En fait, il y a un vrai plaisir, je crois, à détruire le monde. C'est une particularité, je pense, quand on dessine du post-apocalyptique. Moi, c'est la première fois que j'en fais, et aussi de la science-fiction, c'est la première fois. Mais il faut quand même avouer que détruire le monde qui nous entoure, on est un peu comme un enfant, en fait. Et il y a un petit plaisir. Alors, il y a un vrai plaisir graphique de faire de belles choses, parce que ça permet, justement, quand on ramène la nature qui reprend le dessus sur les ruines de l'ancien monde, de notre monde, il y a moyen, alors là c'est vraiment bêtement un plaisir graphique de dessinateur, mais il y a quand même vraiment cet aspect je crois que c'est une forme de destruction qui est une pulsion tout à fait naturelle et que nous on peut exprimer à travers alors je crois qu'il faut aussi distinguer, Mademoiselle parlait justement c'est que chaque auteur va donner un peu de lui-même pour renouveler le genre. Personnellement, j'avais fait un survival avant de commencer MAD avec Nicolas. J'avais fait un bouquin, donc un survival, qui est aussi un genre hyper codifié, hyper revu et re-revu à chaque décennie. Et je pense en effet que la chose qui va permettre de distinguer chaque
chaque album, c'est vraiment la petite touche personnelle que les auteurs vont mettre systématiquement dans leur œuvre. C'est quelque chose qu'il faut pas nier ou qu'il faut pas négliger. C'est qu'un bon auteur va quand même mettre un peu de lui-même quelque part dans l'œuvre, et c'est ce qui va lui permettre de se distinguer des autres, je pense. Oui, et tu parlais du plaisir de détruire le monde, mais c'est aussi, je trouve, les univers post-apo, ils offrent énormément de liberté aux dessinateurs, parce que personne n'est là pour nous dire de quelle manière sont fait les choses, c'est nous qui décidons tout. Et avec un budget limité. Avec un budget limité, alors tu parles de budget, mais même d'économie aussi, d'énergie. En fait, la BD, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Et je sais que moi, je me suis vachement épanouie dans mon univers post-apo parce que je me suis amusée à vraiment tordre les formes, pas forcément, donc du coup, en m'éloignant du réalisme, et de faire des paysages un peu désolés avec des lignes d'horizon basses. Donc, utiliser en fait cette destruction comme une esthétique. Et tu parlais aussi des peintres romantiques, c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps, cette esthétique de la ruine, ce sentiment un petit peu de nostalgie qu'on éprouve quand on voit des vieilles arches, des trucs, et donc c'est quelque chose qui moi m'émeut aussi, un peu comme tout le monde, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'on est tous un peu nostalgiques, et voilà, et donc je trouve que cet univers-là, en fait, l'univers post-apo est quand même hyper séduisant pour ces éléments-là. Oui, en plus, on aime toujours aller revisiter des vieilles ruines de civilisations perdues. Et en fait, on fait la même chose, mais avec notre civilisation. Et c'est peut-être un moyen aussi de garder ce qu'on pense... Enfin, ce qui va peut-être ressortir esthétiquement de chaque civilisation, c'est les choses qu'on va mettre en scène dans notre œuvre. C'est peut-être un peu paradoxal, mais quand vous regardez dans les récits post-apocalyptiques, en général, on prend quand même comme background des villes. C'est un truc qui est quasi systématique. On aime détruire le béton, quelque chose qui est pourtant pas obligatoirement esthétique, et on va lui donner un esthétisme que parfois dans la réalité contemporaine il n'a pas. Ça, c'est, je trouve, un truc qui est vraiment très drôle. En fait, on permet presque de rendre plus beau les architectures contemporaines qui ne sont pas obligatoirement belles à la base. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, justement, la ville m'a posé problème aussi parce que c'est hyper difficile à dessiner, les perspectives. Et du coup, moi, il y a beaucoup de choses qui se passent à la campagne, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règles, pareil. Donc, si le post-apo, c'est dans le sud de la France, vers les calanques de Marseille, ça marche aussi. Et c'est ça qui est chouette. Alors, je rajoute juste un truc, c'est que dans MAD, ça a été le petit plaisir que j'ai eu, c'est qu'en fait, déjà, ce n'est pas que du post-apo, parce que dans notre univers, il y a des villes qui ont réémergé en fait de la civilisation qui s'est plantée. Et en plus, on a des scènes à la campagne, à la ville, on a vraiment un peu tout. Donc je dois avouer que le terrain de jeu était très amusant. Alors d'autant plus que MAD se déroule en Russie. Et évidemment, avec la guerre en Ukraine, on a écrit le projet bien avant la guerre en Ukraine, mais ça, c'est un truc qui a été particulier, c'est que j'ai pu m'inspirer, en fait, malheureusement, des destructions en Ukraine, notamment pour créer mon monde post-apocalyptique. Et la guerre en Ukraine, on le voit bien, c'est pas uniquement dans les villes, c'est aussi dans la campagne. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand même assez, il y avait encore de nouveau ce côté un peu où on transcende notre époque contemporaine, oui. Même à travers, alors ici c'est vraiment un hasard, hein, vraiment pour la Russie et l'Ukraine. Mais enfin voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le terrain de jeu de la Russie, qui n'est pas le plus utilisé en bande dessinée dans les fictions occidentales en général, a été encore un plus pour moi pour vraiment expérimenter plein de choses dans le style post-apocalyptique. J'ai eu l'occasion de participer à l'écriture d'un jeu de rôle qui s'appelle Vermine 2047 il y a quelques années pendant le Covid, et c'est un jeu post-apocalyptique, et en fait le seul fait d'allumer la radio tout en travaillant sur un univers où tout était détruit, où tout le monde était plus ou moins mort et où c'était peuplé de cannibales, etc., il y avait un côté plombant quand même. Je sais qu'une BD ou un roman, ça peut être très très long à produire, vu le monde, la marche du monde actuellement, etc. Puis après, on va rentrer dans le détail des histoires et puis un peu de ce que ça peut véhiculer, etc. Mais
est-ce qu'on ressort indemne d'un univers comme ça, d'une écriture comme ça, ou est-ce que parfois on aurait envie de travailler sur des choses un peu plus lumineuses, et puis en même temps, est-ce que le post-apocalyptique serait forcément sombre? Est-ce qu'il peut être lumineux aussi? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plombant déjà? Donc moi j'ai une approche, comment dire, je dirais assez optimiste. Quoique pour l'instant c'est pas très joyeux dans la semeuse de vent, mais on sent bien, c'est une série. Pour moi le post-apocalyptique ça n'a pas besoin d'être plombant justement, ça n'a pas besoin d'être déprimant. J'essaie vraiment de visualiser, dans mon approche je me dis quelque chose de terrible est arrivé, la vie après, à quoi ça ressemble et comment on va de l'avant après ce qui est arrivé. C'est plus mon approche donc dans l'écriture de ma série. Donc il y a quelque chose de très, je dirais, optimiste. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire parce que j'essaie d'avoir cette vision plus optimiste. Et pareillement, en fait, comme tu dis, c'est un peu plombant parfois le post-apo. Et la solution que personnellement j'avais trouvée quand j'ai fait ma BD, c'était de créer des univers justement très lumineux pour prendre un peu le contre-pied de ça. Et en fait, avoir un petit peu l'impression d'être en vacances quand même quand je travaillais. Et en fait, aussi parce que on n'est pas obligé d'imaginer le futur de manière hyper pessimiste, bien que les histoires soient pas forcément hyper drôles. On peut quelque part, moi j'avais imaginé ce post-apo-là presque comme un soulagement d'en avoir fini en fait avec le monde d'aujourd'hui, ce qui est hyper pessimiste finalement, mais il faut l'imaginer comme une respiration et peut-être faire table rase, comme tu avais pu dire. Et voilà. Elle le fait jusqu'à maintenant et finit toujours par voilà. C'est vrai que de votre côté, enfin à ma droite, il y a un côté massacre au soleil dans les deux cas qui est sympa. Enfin c'est pas une critique, mais c'est un peu, ça nous change. Enfin, on est dans des décors un peu plus finalement, on pourrait passer les vacances si on n'était pas occupé à s'entretuer. Mais si je me tourne vers vous, j'ai l'impression que bon, la Russie déjà, il y a la météo qui voilà, et ce sera pire dans le tome 2. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus dark, enfin que donc je vous repose la même question sur le côté plombant par rapport à même l'actualité, etc. Moi, je crois qu'on aime bien jouer à se faire peur. Je crois que si on lit des polars ou ce qui commence toujours avec un meurtre horrible, des gens sans tête, quand on regarde des films, les infos de tout ce qui va bien dans le monde ne marchent jamais. Hein. C'est pas pour rien. Je crois qu'au contraire, moi, je trouve pas ça plombant quand j'écris des choses même un petit peu sombres, en gardant un petit peu de lumière quand même au fond, quoi, une petite lumière, une petite étoile qui brille. Au contraire, j'aime bien ça. C'est ma boîte à outils, quoi. C'est vrai que les bonnes intentions, les bonnes émotions, c'est chouette, mais on n'écrit pas une histoire avec ça. Enfin, moi, j'écris pas une histoire avec ça. Et donc du coup, ces univers romantiques assez sombres nous permettent, en fait, oui, c'est ce qu'on disait, d'explorer tout ça, mais surtout de nous amuser. Il faut dire ce qui est. Hein. Moi, je me suis amusé en écrivant Mad, et il y a du fond, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi s'amuser et avoir une double écriture, et derrière réfléchir aux choses, quoi. Je pense que Thomas, c'est pareil quand il a dessiné. Oui, après. C'est plombant, je trouve, comme j'ai dit, mon album précédent, c'était un survival, et celui-là, je l'ai écrit, parce qu'ici, je suis que dessinateur sur Mad. Non, c'est pas plombant d'être dans cet univers, parce que j'ai beaucoup de plaisir à le dessiner, tout simplement. Par contre, donc, le précédent, je l'ai écrit, et là, c'est un autre rapport, évidemment, quand on l'écrit soi-même. Et un survival, c'est rarement très jojo, bien entendu. Et moi, j'ai avoué que je suis sorti de cet album-là. Oui, c'était un peu plombant quand même. En fait, j'ai eu énormément de plaisir à le faire, mais quand j'ai terminé l'album, je me suis rendu compte qu'il était temps qu'il se termine, en fait. Il n'y a rien à faire quand on reste dans des ambiances où on ne met vraiment pas en valeur tous les bons côtés de la nature humaine, ou des trucs comme ça. Et à un moment donné, c'est bien d'en finir, je trouve. Et maintenant, il y a le tome 2.
Oui, mais pour Mad, là je pourrais parler de mon album. Ah oui, d'accord, le précédent, ok. Pour Mad, c'était mais plus... donc j'en parle, c'est pas pour placer mon album, c'est pas ça, mais c'est parce que je trouve que le survival et le post-apo, il y a vraiment énormément de rapports. Donc voilà. Ouais, tout à fait. En plus, moi, je pense que un moment, on m'avait demandé mes références en post-apo et j'ai sorti presque que du survival sans m'en rendre compte, mais parce que je trouve qu'il y a vraiment... ça connecte beaucoup parce que c'est deux médiums, deux genres qui se rapprochent dans cette manière de mettre en scène en fait, les rapports humains, comme j'avais dit au début. Oui, mais en fait, on va à l'os. On enlève tous les petits codes sociaux, toutes les choses qui font que dans notre société, on ne peut pas se montrer entièrement tel que l'on est. Et c'est normal dans n'importe quelle société, parce que sinon, il n'y aurait pas de société. Mais là, justement, on revient vraiment, où on pense essayer de revenir à une étude de ce qu'est l'être humain au fond de lui. Donc, moi, c'est ce que j'appelle le primal. Et donc là, on revient à l'os de la nature humaine, en fait. Et en effet, c'est pour ça que je crois que dans la plupart des récits post-apocalyptiques, il y a cette démarche-là. Et dans le survival, c'est encore plus évident. Donc voilà, je suis entièrement d'accord avec ça. La nature humaine, ce serait de s'entretuer forcément, ou est-ce que vos personnages ne sont pas, à leur manière, tous et toutes, autant qu'ils sont, pris dans des situations où ils sont obligés parfois de commettre des actes irréparables? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit leur nature profonde, mais peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est leur nature ou est-ce que c'est juste un cycle perpétuel qu'on a du mal à briser de causes-conséquences qui font qu'on est obligé de réagir violemment ou qu'on est pris dans un engrenage? La nature humaine, bonne ou mauvaise? Je pense que c'est pas le fait qu'il y ait des lois qu'on s'entretue pas. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que même si on enlève les lois, 99,9% des gens vont pas faire du mal à leurs voisins. Ça, c'est pas un souci. Après, dans nos univers, on confronte nos personnages à des difficultés. On va pas choisir celui où tout va bien et rien ne se passe. Donc forcément, il y a de la violence et cette violence et génère un mouvement en fait. Et c'est ce mouvement qui nous permet de mettre en exergue pas seulement les mauvais côtés, mais aussi les bons côtés. Dans La Route, par exemple, moi, quand je me rappelle de ce film ou de ce livre, c'est l'amour d'un père et de son enfant, quoi. Moi, je ne vois que ça, du début à la fin, à travers l'horreur. Donc en fait, c'est une histoire d'amour, quoi. Mais tu parles de mouvement et je trouve que c'est très intéressant parce que une fois qu'il y a cet apocalypse, il faut savoir aussi de quel mouvement, quel mouvement est-ce qu'on a après, parce que si c'est une apocalypse extrêmement violente et que les gens se retrouvent à se retourner les uns contre les autres, forcément, en fait, c'est difficile d'imaginer que dans la suite, on va s'entraider et qu'on va travailler tous ensemble. Mais on peut aussi imaginer des apocalypses beaucoup moins hardcore. Mais par exemple, je pense à un livre qui s'appelle Bâtir aussi, des ateliers de l'antémonde, où en fait, donc c'est un recueil avec plusieurs nouvelles qui se passent dans le même univers, où en fait la France, c'est un peu, il y a une sorte d'écroulement en fait de la société, et il y a une nouvelle qui parle de machines à laver. Parce que, en gros, la question qui se pose, une fois qu'il n'y a plus de structure de société, qu'il n'y a plus d'usines et de... Comment on appelle ça d'échanges, de commerce et tout. En fait, ils cherchent... un des gros problèmes auxquels on fait face, c'est que en fait, c'est hyper chiant de laver son linge et que les machines à laver, c'était quand même vachement bien. Et du coup, ils essaient de renouer avec les savoirs qu'ils avaient avant et comment refaire fonctionner cette machine à laver. Et en fait, ils se rendent compte que c'est obligé de s'entraider. Et en fait, ils vivent dans des sortes de communautés très soudées qui recréent des écoles, qui vont chercher à faire des dynamos, des trucs comme ça, avec des trucs hyper pratiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre, il va vraiment dans le détail de comment est-ce que tu fais, parce qu'en plus, c'est quelque chose dont on peut déjà faire l'expérience dans les ateliers, des ateliers où on peut refaire son électroménager et tout. Donc, et je trouvais ça hyper intéressant. Moi, ça m'avait marqué parce que ça m'a mis sur la piste en fait de ce post-apo qui est porteur aussi d'espoir et peut-être de la possibilité de créer des sociétés qui fonctionnent différemment avec un modèle social différent et de repartir en fait sur des meilleures bases peut-être. Et ce que je trouve intéressant, c'est lorsque justement l'après vient suite à quelque chose qui est basé sur de la violence.
Donc à ce moment-là, on peut se poser plein de questions. On peut se demander est-ce que la violence va juste continuer encore et encore et que l'après va juste être un univers très violent aussi, ou est-ce qu'il est possible de partir de cela et de faire et d'essayer en fait de la manière dont on va parler de cette violence qui est arrivée par le passé, la manière qu'on va parler des conséquences de ces violences, à partir de ça bâtir justement quelque chose de meilleur. Donc c'est aussi, comment dire, c'est une des questions qui m'a motivée, qui m'a inspirée lorsque j'écrivais donc ma série. C'était vraiment l'idée de, après que quelque chose de terrible soit arrivé, d'extrêmement violent, la société qui émerge après ça, comment est-ce que cette société gère en fait ce passé, gère cette apocalypse? Donc, quelles questions est-ce qu'elle se pose? Comment elle gère cette histoire? Et je pense beaucoup que c'est cette gestion finalement qui va donner forme au futur, à la vie après, et qui va donner forme soit à une autre apocalypse, soit à quelque chose de meilleur. Oui, en fait, c'est la question de la transmission, d'une certaine manière. C'est qu'il y a le fameux dicton qui est on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Et d'une certaine manière, dans toutes vos œuvres, il y a quand même une question comme ça de transmission avec un côté plus ou moins métaphorique. On a un enfant à naître littéralement chez toi. On a une génération complète de robots chez toi. La question aussi de la mémoire de ton côté. Donc, c'est ce que tu dis, c'est en fait cette manière de transmettre ou d'hériter d'un monde, et puis en même temps, ce monde, il est entaché de sang, il est entaché de choses horribles, parce qu'on est dans du post-apocalyptique, donc c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose avant. C'est un genre qui se définit par le fait qu'il y a eu quelque chose d'avant. Et il faut réussir à peut-être s'en émanciper, peut-être y prendre ce qu'il y a à prendre quand même. Est-ce que c'est un thème que vous aviez eu à cœur de traiter, c'est la transmission, et puis... Oui, tout à fait. Donc la transmission, la mémoire et justement le fait de raconter l'histoire. Donc dans l'idée que, comment dire, c'est pas qu'est-ce qu'on peut en prendre, c'est plutôt l'idée comment on traite tout ce qui est arrivé. Donc c'était vraiment plutôt ces questions-là, et aussi dans donc la sommeuse de mort, c'est une quête initiatique, une quête de vengeance, mais c'est aussi surtout une quête de mémoire. Et dans la mémoire dans tous les sens du terme, donc le personnage qui recherche ses propres souvenirs, mais aussi la mémoire finalement de l'univers dans lequel ce personnage se trouve, qui est une mémoire qui a été racontée d'une certaine manière. Il y a certaines choses qui ont été effacées, certaines choses qui ne sont pas racontées, d'autres choses qui sont racontées d'une certaine manière, qui omettent certains faits ou qui font en sorte que les faits ne sont pas exactement les faits. Donc il y avait tout ce côté-là que je voulais explorer, parce qu'effectivement, je pense que c'est crucial dans la réflexion de ce qui pourrait arriver après l'apocalypse. Après, je pense que ça dépend de la nature de l'apocalypse, mais surtout de ce que ça va avoir changé en l'humain. Si on vit une apocalypse, mais qui change rien à l'humain, à ce qu'il est, on va dire, par exemple, je sais pas moi, une attaque zombie, voilà, le monde s'effondre. Derrière, on reproduit nos erreurs. Mais si on a, c'est même pas qu'on a appris, c'est en quoi cet apocalypse va avoir changé l'humain. C'est ça, parce que on peut aussi expliquer aux nouveaux, aux jeunes qui vont grandir, comment était le monde, les erreurs qu'on a fait. Mais la vérité, c'est qu'on ne comprend ces erreurs que quand on les fait. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour comprendre qu'on va faire une bêtise, ben on va la faire. Et donc, pour que ce cycle de violence soit rompu, il faut que l'apocalypse en elle-même ait changé l'humain. Et ça, enfin, nous, dans notre bouquin, c'est pas le cas. Et on les voit reconstruire une société presque à l'identique, sauf qu'il y a certains paramètres qui changent quand même la donne. Donc, il y a un côté un peu désespéré, effectivement, de ce côté-là. Mais tu me fais penser en fait à une BD que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée pour ma propre BD, qui s'appelle La Terre des Fils de JP, dans lequel en fait il y a un monde post-apocalyptique, mais dont on ignore totalement les tenants et les aboutissants. On ne sait pas du tout pourquoi il y a eu cet apocalypse, et en fait ça raconte la vie donc d'un père et ses deux fils, et le père refuse de transmettre à ses enfants la moindre information sur le monde d'avant.
Et ça passe par les mots. En fait, il y a plein de mots qui va pas leur enseigner. Donc les enfants, ils parlent avec un langage que nous, en fait, en tant que lecteurs, en tant que habitants de ce monde-là, on voit qu'ils ont des problèmes de langage, enfin, ce que nous, qu'on définit comme des problèmes, mais ce qui n'est pas forcément le cas pour eux. Donc en fait, ils vont désigner certaines choses différemment. Et ils vont ignorer totalement l'existence de tout ce que nous on connaît. Et à un moment, en fait, il y a une conversation entre le père et une dame, en fait, qui vient aussi qui a aussi connu l'ancien monde. Et la dame lui demande, mais pourquoi est-ce que tu leur enseignes pas les choses? Et surtout parce qu'en fait, en coupant toute cette mémoire, en fait, il coupe aussi l'amour quelque part, il coupe les sentiments. Et en fait, il leur dit, par exemple, si j'explique que ce chien, c'est pas juste un animal qu'on va manger, si j'explique que c'était un animal de compagnie qui s'allongeait sur le tapis au coin du feu avec tout le monde, il faudra que j'explique ce que c'était qu'un tapis, qu'est-ce que c'était qu'une cheminée, qu'est-ce que c'était qu'une maison, qu'est-ce que c'était qu'une famille. Et en fait, il se rend compte, enfin, il explique que c'est trop de sentiments et que du coup, il bloque totalement. Et voilà, je trouve que ça reflète vraiment cette question de la mémoire, de est-ce qu'on décide de bloquer ou quelles informations est-ce qu'on passe, et est-ce que ça va changer les humains qui sont après, et voilà. Jusque-là, c'est un sans faute. Ça pose aussi la question, quand on parle de transmission, etc., de à quel point les parents, au sens plus ou moins littéral ou métaphorique, peuvent créer un monde meilleur pour la génération d'après en se salissant les mains. Et d'ailleurs, dans La Route, c'est exactement ça, puisqu'on a l'homme et son fils qui n'ont pas de nom, c'est l'homme et son fils. Et le père est prêt, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est le père, est prêt à vraiment faire bouclier, à faire toutes les saloperies lui-même pour que le fils, surtout, arrive... entre guillemets en bon état moral au bout de la route, quoi. Et bon, on va pas spoiler l'histoire, mais bon, en tout cas, il y a cet espoir. La route, même dans le titre, c'est le fait que tout est pourri, mais là-bas, quand même, il y a une route à suivre, donc un espoir, aussi ténu soit-il, etc. Est-ce que c'est illusoire ou pas de créer un monde meilleur si c'est en le bâtissant sur la violence? Vous avez 4 heures. Je ne pense pas que ce soit illusoire. Comme je l'ai dit, je pense que ça dépend vraiment de la manière dont on réfléchit après à cette violence. Donc la manière dont on en parle, la manière dont on prend les responsabilités ou non de ce qui est arrivé. Je pense qu'à partir de là, il est possible de créer quelque chose de meilleur. Mais comme j'ai dit, je suis vraiment dans une approche très optimiste. Donc c'est comme... Donc ça veut dire que la quête de vengeance, par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça dépend encore une fois où est-ce que ça arrive, donc où est-ce qu'on va avec ça. Je pense toujours, on ne peut pas départir l'humain de sa violence, c'est intrinsèque. C'est comme vouloir lui enlever l'amour ou lui enlever... Après, c'est la société qu'on va rebâtir, effectivement. J'ai beau réfléchir, encore une fois, à part une IA qui nous met dans des cages à poules, je ne vois pas comment on peut arriver à un monde... Alors, effectivement, je pense qu'on ne peut pas se projeter beaucoup plus loin que 5 à 10 ans. On voit bien le monde comme ça évolue très vite. Donc, mais sur les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, vouloir une utopie, c'est pas réaliste et c'est peut-être même pas souhaitable. Parce qu'une utopie, ça voudrait dire quoi? On n'a plus le droit de rien faire? On n'a plus le droit de... C'est ça, à un moment, la violence, elle a engendré parce que certains ont pris des libertés. Donc c'est la question, hein, j'ai pas de réponse. Mais je pense qu'à partir du moment où on laisse l'homme libre de ses choix, ça va engendrer de la violence, ça va engendrer des erreurs, ça va engendrer un monde compliqué. Mais je pense que ça dépend aussi... Il y a forcément dans l'homme de la violence et des émotions, en fait. Mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de société. Parce que... on peut difficilement imaginer un futur sans violence, mais on pourrait imaginer un futur sans guerre, parce que les guerres, c'est aussi des institutions qui se mettent dessus. Si on remonte très 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 loin dans le néolithique, il n'y avait pas encore de propriété privée, et qu'il n'y avait pas que les hommes étaient nomades, il y avait des conflits.
interpersonnel, mais il n'y avait pas, de guerre, ou alors peut-être à petite échelle, mais c'est vraiment aussi... Avec le post-apo, on peut imaginer un changement de paradigme ou alors on pourrait peut-être vivre chacun tous dans la main et tout. mais moi-même, j'y crois pas vraiment quand je dis ça parce que je peux pas m'empêcher d'être un peu pessimiste. Mais en même temps, c'est hyper important d'essayer de proposer des solutions ou alors des futurs heureux, en fait. Voilà. En guise de début de conclusion, avant de passer la parole à la salle, parce que le temps passe vite, il y a l'auteur de BD, Mathieu Bablé, qui a fait aussi des œuvres post-apocalyptiques, qui disait qu'on pouvait voir les ruines, la destruction, etc., les mondes post-apo comme ça, comme la vie qui avait disparu. Une maison en ruine, c'est la vie a disparu, quoi. Mais on peut aussi dire c'est la vie qui est revenue, parce qu'une maison moderne d'aujourd'hui s'est aseptisée, et en fait, quand elle est peuplée par les plantes, les animaux, etc., finalement, la vie revient plus qu'elle ne disparaît. On peut imaginer que la cité ici, si elle était détruite, elle serait vite repeuplée par les végétaux, par tout un tas de trucs. Et puis, je voudrais mettre ce point de vue-là, qui est un petit peu optimiste du coup, en regard avec une lecture qu'on peut avoir de la route, qui n'est pas forcément la mienne, mais on me l'avait évoqué, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que la route, on peut aussi voir ça comme un truc immensément réac, en fait, dans le sens où la seule source de joie dans ce monde détruit, c'est quand ils trouvent une canette de coca et qu'ils peuvent la boire parce que ça leur rappelle à quel point quand même c'était cool. Bon, quand on vit dans un monde de cendres, c'est sûr que c'est pas mal. Est-ce que le post-apo est condamné pour vous alors bon, terrain un peu miné, vous avez tous fait des œuvres post-apo, mais est-ce que c'est condamné un peu à une forme, peut-être pas de réac, mais de nostalgie ou de regret d'une forme de paradis perdu ou pas? Réac et nostalgique, c'est quand même pas la même chose. N'hésite pas à développer. J'ai combien de temps mais non, réactionnaire, c'est quand même vouloir revenir à un ordre ancien. La nostalgie, c'est juste le regret peut-être de choses perdues. Ça ne me paraît pas être la même chose. Tout à fait. Mais alors du coup, j'essaye de préciser ce que je voulais dire. Je crois que ma question n'était pas forcément très claire. Est-ce que cette nostalgie, c'est quelque chose que vous, pour créer des mondes qui soient différents, dans lesquels il y avait peut-être l'espoir aussi d'une renaissance positive ou d'un côté plus cyclique de violence, est-ce que cette nostalgie, il faut passer outre, il faut s'en défaire en disant oui, le monde actuel, il y a des trucs bien, mais il faut tourner la page. Est-ce que finalement, il est souhaitable de vouloir tourner une page ou pas? Je suis pas sûr que ma question soit beaucoup plus claire d'ailleurs. Si, mais ça dépend vraiment, je pense, du sentiment aussi de chacun, parce que c'est être un peu aussi nihiliste de vouloir tout. Enfin, des fois, j'ai un peu envie que rien n'existe, et c'est pour ça que j'ai envie de créer des univers totalement hors, donc dans la fiction en fait. Donc il y a beaucoup de nostalgie, de trucs comme ça. Mais j'espère tendre vers aussi de l'espoir et des solutions. Mais c'est dur. Oui, moi aussi. Je pense que c'est difficile de ne pas être nostalgique. Dans le post-apo, il y a beaucoup cette idée justement de marcher dans des ruines, comme on parlait tout à l'heure. Donc, je pense que quand on a cette image, c'est difficile après de se défaire donc d'un sentiment de nostalgie. Mais c'est ça, je pense qu'il y a toujours à apprendre dans ce qu'il y avait avant, et il y a toujours des choses à améliorer aussi. Donc, Il y a peut-être aussi, en montrant la destruction de notre monde, en montrant tout ce qu'on perd, on prend peut-être aussi conscience de tout ce qu'on a. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez percutant, parce que tout le monde à un moment a envie de tout envoyer balader, quoi. Donc là, il y a un petit côté fantasme, on prend un bouquin, on regarde 28 jours plus tard, voilà. Et en même temps, quand on regarde ça, on se dit, ouais, ok,
c'est vrai, j'ai envie d'envoyer tout balader, mais quelque part, qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai les miens, j'ai une société qui fonctionne quand même relativement. Et je pense qu'il y a ça, il y a cet effet rebond aussi derrière, qui nous fait prendre conscience que ce monde qu'on a, on peut essayer quand même de faire ce qu'on peut pour qu'il soit vivable et puis agréable. Puis qu'on s'aime tous les uns les autres. Voilà. On est hyper bisounours, c'est super. Bien, je crois que c'est un bon moment pour passer la parole à la salle. On ne vous voit que partiellement. Vous êtes très nombreux et nombreuses. Salut. Est-ce que des gens souhaitent poser des questions? On va vous faire passer des micros. On a un peu plus d'une dizaine de minutes de questions. Je crois qu'il y en a une là-bas. Il y en a ou pas? Ouais, il y en a une là-bas. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Excusez-moi. On a pas mal parlé d'apocalypse assez récente, mais beaucoup moins d'apocalypse qui serait très loin dans le passé. Et par exemple des mondes post-apo. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait d'en parler aussi. Notamment, je pense à Nausicaa de la Vallée du Vent ou Zelda Breath of the Wild, où les sociétés se sont recréées et les personnages ont oublié un petit peu ce qui s'était passé il y a longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que ça vous intéresse? Alors, on peut parler de tout ce qui est, déluge. C'est-à-dire que la plupart des civilisations anciennes ont dans leur texte, dans leur une histoire du déluge, comme Noé, ça c'est en Égypte, en Amérique du Sud aussi. Donc, on est peut-être une civilisation post-apo nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on regarde toutes ces théories ces textes qui parlent d'un effondrement très lointain d'il y a 10 000 ans, qui se recoupent. Il y a quelques recherches qui ont été faites qu'effectivement, il y aurait eu des grands bouleversements. L'homme lui-même a, je ne sais plus, on en est monté aux 300 000 ans, quelque chose comme ça. Donc on peut très bien imaginer que nous-mêmes sommes une société post-apo. Voilà. Donc je sais pas, on n'a pas trop appris de nos erreurs, peut-être un peu, si, je sais pas encore. Mais donc c'est une théorie. Mélodie, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, en se décentrant un peu le regard, en fait, il y a des peuples qui ont déjà connu des apocalypses, si on peut les appeler comme ça, en tout cas des effondrements. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, effectivement, pour beaucoup de peuples, ils vivent déjà dans un monde post-apocalyptique. Donc il y a déjà cette idée de, finalement, on est déjà dans l'après. Que faisons-nous à partir de là? Donc, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. J'aurais une question à vous poser sur est-ce que vous pensez que pour écrire un livre de post-apocalypse, il faut vraiment avoir une forme de d'insatisfaction avec notre monde actuel? Vous avez parlé de la volonté de le détruire, parce qu'effectivement, si le plaisir venait juste de la page blanche, de fait de pouvoir écrire quelque chose de zéro, on pourrait penser à d'autres genres comme le fantastique ou la science-fiction, qui pourraient être plus adaptés, on va dire, pour vraiment l'aspect créé à partir de rien. Alors que la post-apocalypse, il y a vraiment l'idée d'un avant dont soit le destin, soit l'humanité par ses propres actions n'a plus voulu, en fait. C'est une bonne question. Je pense que... Alors personnellement, je vais répondre pour moi, mais je pense que forcément, ça partait d'un sentiment aussi, je pense qu'il est partagé un peu par plein de gens de ma génération, où tous les jours, on voit le fait que le monde, ça va pas et tout. Et donc, on a envie un peu de reprendre le contrôle à notre échelle, en fait, sur cet aspect-là et de créer sa propre fiction de ça. Donc moi je pense que ça part quand même d'un sentiment, je peux pas m'en défaire en fait, mais je sais pas si c'est le cas pour vous.
on s'effondre un bon coup et on avise après, quoi. Est-ce que ça vous fait réagir? Ouais, alors moi, ça part plus d'un fantasme. J'écris en tant que scénariste, j'écris de la science-fiction, j'écris de la fantasy, j'écris du post-apo. Je fais un peu tous les genres, même de l'historique. Et du coup là, pour moi, c'était plus un fantasme, c'était plus un point de départ. Après, comme je dis, je dévore les bouquins post-apocalyptiques. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Mais j'ai pris conscience, j'ai eu un petit moment un peu survivaliste, entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez, en 2010, je sais plus, j'étais un peu parti. Et très vite, je me suis dit non, seulement j'ai pas envie de le détruire. Il me va très bien, en fait. Mais par contre, on reste sur du fantasme, sur quelque chose de romantique. C'est-à-dire, on sait que c'est pas vrai, c'est pour ça on joue à se faire peur. Voilà, on veut pas détruire la civilisation. Mais voilà, ça va pas plus loin chez moi. J'ai pas de pulsion destructrice quotidienne. De mon côté, je sais pas si je m'éloigne un petit peu de la question, mais lorsque j'ai commencé l'écriture de ma série, j'avais pas pour objectif d'écrire spécifiquement du post-apo. Je voulais surtout m'interroger donc sur la question d'héritage et de mémoire, ce qui m'a amené à imaginer quelque chose qui se serait passé avant l'histoire, pouvoir parler donc du passé, donc quelque chose qui serait arrivé et à laquelle il faudrait faire référence régulièrement dans l'histoire. Aussi, mon histoire, je me suis beaucoup inspirée de mes recherches donc sur l'afrofuturisme et l'afrofantasy. Dans l'afrofuturisme, ce qui est très intéressant, c'est souvent quand on va parler d'afrofuturisme, on va parler de science-fiction, mais je dirais qu'il y a une légère différence entre les deux. L'afrofuturisme, c'est vraiment cette idée d'imaginer le futur en partant du passé des afrodescendants. Donc, il y a vraiment cette idée de recherche du passé, de recherche de mémoire, d'héritage, de prendre le contrôle d'archives historiques pour pouvoir après imaginer le futur, imaginer l'après. Et donc, c'était vraiment, dans cette perspective-là que j'ai écrit mon histoire et je pense que ça m'a emmené après vers la post-apo. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors c'est pas vraiment des questions, c'est plus deux sons de cloche. Je suis là. Moi, que je voulais vous proposer, moi je suis dans le cinéma, je fais du post-apo dans le cinéma, et je réfléchis beaucoup là-dessus aussi depuis très longtemps. Et je crois que le post-apo peut être la sublimation aussi du deuil. Moi, je me suis rendu compte que c'est pourquoi ça me fascinait et pourquoi j'en faisais. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune et à un moment donné, je me suis rendu compte que mettre en scène un monde détruit, un monde qui n'existe plus, c'est peut-être la manière la plus juste émotionnellement d'exprimer ce qu'on ressent. Comme dit le vers célèbre, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bon, voilà, c'est ça aussi le post-apo, je crois. Bon, ça c'est un son de cloche. Et un autre, c'est que par rapport au cinéma aussi, je me suis dit récemment que le post-apo a un peu pris la place de ce qu'a été le western à une époque, le western classique, pas le western italien, qui permettait cette espèce de ground zero, un peu de la même manière, et de mettre en scène des questions très élémentaires, très essentielles sur qu'est-ce qui fait communauté, des questions morales aussi, enfin vraiment des questions qu'on voit dans les westerns de l'époque classique et qu'on ne peut plus faire dans ce genre-là aujourd'hui. Et au cinéma, en tout cas, je crois que le post-apo prend en charge ces mêmes questions. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, juste, moi je dirais l'inverse. J'aurais tendance à penser que le western spaghetti est plus proche du post-apo que le western classique. Parce qu'en général, justement, le western spaghetti met des personnages complètement sauvages, avec très peu de lois, très peu, voilà. Donc je trouve que cette analogie-là, je la comprends pas très bien en fait. Je comprends, mais
c'est un autre point de vue, mais en fait, le western classique pose des questions que je pense le post-apo pose aussi qui sont pas sur la dégénérescence, effectivement, et sur la violence, mais sur les fondements, en fait. Qu'est-ce qui fonde qu'est-ce qui fonde le rapport moral d'un être humain à un autre être, etc. Enfin, et je pense que le post-apo permet ça aussi, en fait, au-delà de la violence, de la dégénérescence. Moi, je veux bien répondre à ton premier point. Et je trouve que c'est assez juste. Ça parle beaucoup de deuil, en fait, le post-apo. Et moi, je sais que... Alors, du coup, dans mon livre, le personnage principal, en fait, c'est pas un deuil... En fait, on ne sait rien de son passé, donc on pense pas que ce soit un deuil d'un proche ou quoi que ce soit, mais c'est le deuil de sa vie d'avant, en fait. Et aussi... arriver à digérer, mais par le voyage, par la route et par l'aventure, en fait. Donc c'est pareil, c'est un voyage initiatique très classique. Réaliser que maintenant il faut se débrouiller tout seul, c'est aussi une émancipation quelque part. En tout cas, parce que j'ai jamais fait le pitch de la BD, mais du coup, elle sort d'une cité en fait autarcique. Donc, c'est un monde qu'elle a jamais connu en fait, l'extérieur. Donc, elle fait le deuil aussi de toutes les règles qu'elle avait à suivre avant, et elle découvre un peu son libre arbitre. Donc voilà. On va avoir le temps pour une dernière question rapide. Bonjour. Bonjour. Ici. Dans la conversation que vous avez aujourd'hui, le post-apo, quand vous en parlez, c'est beaucoup le post-apo avec un regard très occidental. Et dans vos recherches ou dans les réflexions que vous avez eues, dans les écritures que vous avez eues, dans les différentes œuvres que vous avez produites, qu'est-ce que vous savez du regard post-apocalyptique d'autres cultures? On parlait d'afrofuturisme et de l'afrodescendance, mais le regard asiatique ou le regard, je sais pas moi, de l'Amérique du Sud, etc. Comment c'est vu le post-apocalyptique dans d'autres cultures que la culture strictement occidentale? Là, pour le coup, il faut s'intéresser sans doute au film. Tout ce qui est coréen, post-apo, bon, ça parle, c'est assez violent. Je sais pas, c'est quand même très proche en fait de la vision occidentale la plupart du temps. Chez les Asiatiques, par exemple. Enfin, pour le peu que je connaisse le sujet. Mais étant donné que oui, ce serait peut-être intéressant que mademoiselle parle de ça, parce qu'elle a étudié un peu le sujet. Sur l'afrofuturisme, ouais. Oui, davantage sur l'afrofuturisme, effectivement. Pour les autres formes de post-apo, je dois avouer, je connais beaucoup moins, donc je ne pourrais pas vraiment m'exprimer dessus. Moi, j'ai lu beaucoup de mangas japonais avec donc pas mal. Alors moi, je pourrais citer par exemple Gun, mais ça c'est en survival. Il y a Battle Royale aussi qui m'avait marqué quand j'étais beaucoup trop jeune pour le lire. Et ouais, je sais pas s'il y a vraiment. Alors, je sais pas du tout qui a posé la question. Je ne sais pas où est-ce qu'elle. Ok. Je sais pas si on. J'ai l'impression que les voix s'accordent pas mal. Et après, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup. Les Japonais ont un gros pôle quand même. Enfin, une énorme. Culture, ouais, et puis même production, en fait, c'est ça le mot que je cherchais, une énorme production. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des choses. Moi, le truc que j'avais repéré, c'était que les Japonais faisaient beaucoup de survival, et que, alors peut-être aussi c'est Battle Royale qui a un peu lancé ça, parce que c'était quand même assez retentissant, le goût un peu du jeu aussi, et du truc du mastermind un peu sur l'effondrement de la société telle qu'on la connaît. Mais alors, j'ai l'impression quand même que c'est la fin du monde, c'est un truc qu'on partage beaucoup dans la planète. On aimerait en parler toute la nuit, mais on doit rendre l'antenne. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreuses. Merci beaucoup. Merci.